Sur un maintien de l'ordre, nos collègues n'agissent pas d'initiative. Ce qu'on peut voir, c'est que nos collègues, des fois, on leur dit « mais refusez des ordres illégaux ». Le problème, c'est qu'on nous dit, par exemple, je vais prendre le cas emblématique de nos collègues motards des Champs-Élysées, qui ont tiré 3 grenades lacrymogènes sur des manifestants pacifiques à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que la salle de commandement leur a dit « vous allez là, il y a des gens qui font un trouble à l'ordre public, il faut les disperser, vous tirez les grenades et vous repartez ». C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le moment, ils ont tiré leurs grenades, ils devaient repartir. Leur analyse de la situation pour savoir si l'ordre est légal, si les gens sont menaçants ou pas, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est faire confiance à leur hiérarchie. Même chose sur la place de l'Étoile, elle a été nassée régulièrement sur les premiers mouvements des Gilets jaunes. Nos collègues sur le terrain, quand on allait les voir, disaient « mais non, il y a forcément une porte de sortie, on n'a pas pu barrer toutes les rues, ce serait contre-productif ». Et malheureusement, les manifestants, quand ils essayaient de sortir, ils ne pouvaient pas, toutes les rues étaient barrées. Les seuls qui savaient que toutes les rues étaient barrées, c'est la salle de commandement, c'est-à-dire donc les ordres qui viennent du préfet de police, qui est nommé directement par le ministre de l'Intérieur. Et la haute direction de la police nationale, je rappelle que par exemple à Paris, M. Gibelin, directeur de la DOPC, donc de l'ordre public parisien, a fait des faux témoignages au serment à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benalla, et en novembre a été récompensé en étant nommé officier de l'ordre national du mérite par le préfet de police, qui l'a comparé au poilu de la Première Guerre mondiale. Donc voilà où on en est rendu au niveau de notre hiérarchie, à quel niveau elle est pieds et poings liés par le politique et qu'ils sont prêts à donner tous les ordres pour faire plaisir. Donc après, il y a quelques cas individuels de nos collègues effectivement qui peuvent déraper, mais quand on a tout l'ensemble de la situation, dans 99% des cas, cela vient des ordres de la hiérarchie et nos collègues sur le terrain ne peuvent pas analyser la situation. Donc c'est pas qu'ils exécutent les ordres très bêtement et méchamment, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir que ce qu'ils vont faire est illégal avant de voir des vidéos qui vont partir par la suite. Donc ce qu'on incite les gens à faire, c'est si jamais vous devez déposer des recours ou des plaintes, surtout déposez plainte contre X pour que notre hiérarchie puisse être incriminée. Sinon on changera des pions qui seront sacrifiés, qui font partie du peuple, et notre hiérarchie en mettra un nouveau pion à la place. Donc ça ne sert à rien, il faut aller aux racines du mal, et les racines du mal sont notre haute hiérarchie. Le message envoyé par le gouvernement, mais même les gouvernements précédents, c'est on veut aller à la confrontation, on ne veut plus éviter la répression et tout est mis en place pour que ça dégénère. Et il y a vraiment que sur Paris ou dans les grandes villes où les casseurs sont instrumentalisés par le pouvoir et puis les médias, comme c'est sensationnel, donc les médias effectivement vont mettre en avant ce qui va faire le buzz, donc chacun son métier, mais après malheureusement ces images sont catastrophiques à la fois pour les gilets jaunes et les policiers. Quand des gens osent dénoncer tout ça, évidemment ils sont incriminés pour manque de loyauté envers leur hiérarchie, atteinte au crédit au nom de la police nationale, parce qu'en fait notre directeur, M. Morvan, quand nous l'avons saisi de différents soucis au sein de la police nationale, dont le suicide, il nous a dit c'est vous qui portez ça sur la place publique, donc c'est vous qui portez atteinte au crédit au nom de la police nationale et pas la hiérarchie, parce que si jamais vous ne l'en aviez pas parlé, ça ne se serait pas su. Donc il n'y aurait pas eu d'atteinte au crédit au nom de notre institution. Donc, M. Castaner a dit précisément qu'il ne connaissait pas de policiers qui avaient commis des fautes, encore faudrait-il qu'il connaisse des policiers de terrain, je veux dire. Donc sur la sémantique, il n'a sans doute pas menti, après encore c'est parce qu'il ne connaît personne. La deuxième chose, sur les suicides, il n'en parle pas, ça le mettrait en porte-à-faux. 17 suicides depuis qu'il a pris ses fonctions avec la politique de l'autruche, ça va passer, je veux dire, au bout d'un moment, ça se voit. Donc, M. Castaner essaie d'instrumentaliser tout ça, de nous envoyer au front, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu M. Castaner sur un mouvement gilet jaune, ou alors avant, ou alors après, pour nous dire merci. Quand on a besoin de se reposer, il n'y a personne. Quand on a besoin de formation, il n'y a personne. Quand on a besoin d'être écouté en dehors des 3 syndicats qui ont fraudé aux élections, il n'y a personne, il veut recevoir personne. Quand on veut débattre avec lui sur des différents médias ou journaux, il est toujours aux abonnés absents, il refuse parce qu'il a peur de la confrontation. Il serait bien qu'on s'en rende compte, c'est pour ça que nous demandons la démission de M. Castaner, comme nous avions demandé la démission de M. Collomb, que nous avions fini par obtenir.